Abidjan se situe au sud-est, sur la côte. Yamoussoukro et Bouaké au nord, qui était aux mains des rebelles après le coup, la tentative de coup en 2002, mais ça j'y reviendrai ultérieurement. Donc au nord, principalement, nous avons les rebelles qui sont... Donc au nord, principalement, nous avons les rebelles qui sont au contrôle, et au sud, c'est Gbagbo. Alors quand je parle des habitants du nord, je fais référence ici aux Ivoiriens qui proviennent du nord du pays. On peut voir que les pays qui sont sur les frontières de la Côte d'Ivoire sont, entre autres, bon, bien sûr il y a le Ghana, mais il y a le Mali, le Burkina Faso et le Libéria. Et vous l'entendrez, il y a des ressortissants du Mali, du Burkina Faso qui ont fait partie de tous ceux qui ont été persécutés pendant les élections post-électorales. Et d'ailleurs, nous allons pendant tout le procès vous parler de la dimension ethnique. Il y a tellement de groupes ethniques qui composent le tissu social de la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas simplifier à l'excès ce tissu social, certes. Mais pour l'heure, ce que je voudrais mettre en avant, c'est la chose suivante. Les Dioula et les Malinké sont principalement de confession musulmane et les Bété et Guéré sont principalement des chrétiens. Au nord, comme on voit ici sur la carte, nous avons une partie qui est surtout musulmane et le sud surtout chrétienne. Et je sais que et M. Gbagbo et M. Charles Blé Goudé sont d'origine ethnique Bété et sont des chrétiens. Je voudrais maintenant vous montrer une carte d'Abidjan. Nous y reviendrons par la suite plus en détail, mais pour l'instant je souhaiterais attirer votre attention sur deux régions dont j'ai déjà parlé, Abobo et Yopougon. Vous entendrez beaucoup parler de ces deux lieux. Les Ivoiriens, en français, font référence en parlant de communes. La commune d'Abobo, la commune de Yopougon. Abobo était, car elle était essentiellement habitée par des Ivoiriens du Nord, car elle était essentiellement habitée par des Ivoiriens du Nord, des Dioula et des Malinké, ainsi que des immigrants du Mali et du Burkina Faso et de confession musulmane. Yopougon était un des bastions pro-Gbagbo, mais au sein même de Yopougon, il y avait le quartier connu sous le nom de Doucouré et celui de Mami Feita, qui était également habité essentiellement par des Ivoiriens du Nord, des Dioula et des Malinké, ainsi que des immigrants du Mali et du Burkina Faso qui étaient de confession musulmane. Abobo, Doucouré et Mami Feita étaient essentiellement des communes pro-Ouattara. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, nos moyens de preuve montreront qu'à partir du 27 novembre 2010 jusqu'aux environs du 12 avril 2011, les forces pro-Gbagbo ont attaqué ce qui était perçu comme étant des partisans de Ouattara. Pour aller dans le sens des éléments du chapeau de l'article 7 du statut et prouver la commission de crimes contre l'humanité, vous entendrez des éléments de preuve montrant que M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé ont tous deux agi en parfaite connaissance des crimes dont ils sont accusés, qui ont commis dans le cadre d'une attaque à grande échelle et systématique contre la population civile. Les 5 incidents qui forment la base de la présentation de nos moyens s'inscrivent dans le contexte d'une attaque et d'attaques beaucoup plus large
commises par les forces pro-Gbagbo contre par ceux qui étaient perçus comme des partisans de Ouattara. L'accusation se base sur des actes commis dans le cadre de 38 incidents qui se sont produits entre le 27 novembre 2010 et le 12 avril 2011 à peu près. Et ces 38 incidents constituent une ligne de conduite qui est en fait une attaque au sens de l'article 7 du statut. Les 38 incidents incluent les 4 incidents dont M. Gbagbo et Blé-Goudé, est accusé. Sur cette diapositive, sur vos écrans, vous pouvez voir les lieux où chaque diapositive, sur vos écrans, vous pouvez voir les lieux où chacun de ces incidents se sont produits. Et de manière générale, chacun des points en rouge montre un des 38 incidents. Je dis de manière générale parce que certains de ces incidents se sont produits dans un lieu multiple. Bien, si ces lieux étaient distants les uns des autres, néanmoins, lorsqu'ils étaient distants les uns des autres, nous avons mis plusieurs petits points. Et lorsqu'il n'y a qu'un seul point, cela décrit l'incident, et lorsqu'il y a plusieurs points, les lieux multiples. Et vous remarquerez également que les 5 principaux incidents sur cette diapositive sont décrits par un simple point rouge. Le premier est rouge et les autres sont en orange. L'attaque était une attaque à grande échelle parce qu'elle impliquait un grand nombre d'actions, les 5 incidents dont il est parlé dans l'accusation, ainsi que 33 autres qui révèlent qu'il y avait une ligne et un schéma dans cette affaire. Et l'attaque ciblait et victimisait un nombre important de personnes. L'attaque a porté sur une période de 4 mois et a touché l'ensemble de la ville d'Abidjan. L'attaque était également systématique parce que armés et se préparer aux attaques, tout ceci était préparé à l'avance. Les attaques étaient planifiées et coordonnées. Et les actes de violence montrent également qu'il y avait un cycle de violence visant ceux qui étaient perçus comme étant les partisans de Ouattara. Ce n'étaient pas des actes spontanés. Les actes de violence étaient souvent et en général commis dans des régions habitées par ceux qui étaient considérés comme des partisans de Ouattara. Cette diapositive que vous avez sous les yeux vous montre le nombre d'incidents et leur étendue géographique dans la ville d'Abidjan pendant les terribles mois qui font l'objet de cette affaire. Ce que cette diapositive ne vous montre pas, mais que les éléments de preuve vous montreront, sont le nombre de décès, de blessures corporelles importantes, de blessures, d'arrestations arbitraires et de viols commis essentiellement. Je voudrais maintenant très brièvement passer aux éléments de preuve qui vous seront présentés. Éléments de preuve qui vous seront présentés. Et également au type de preuve. Et dans cette affaire, nous entendrons parler d'éléments de preuve concernant les crimes, dans la bouche de civils ivoiriens. Nous aurons donc des éléments de preuve sur les origines historiques et politiques de la crise, des éléments de preuve émanant d'experts, et ainsi que des éléments de preuve qui nous seront comptés par de nombreux témoins de l'intérieur. Il est coutumier en général de rappeler qu'il faut rester prudent lorsqu'il s'agit de témoignages de l'intérieur. Dans cette affaire, les choses ne sont pas différentes. Quelquefois, ceux qui sont des témoins de l'intérieur essayent de minimiser leur propre conduite pour éviter de s'incriminer ou peut-être pour en protéger d'autres. Néanmoins, vous verrez que lorsque les preuves sont corroborées et lorsque, de manière plus importante, ils disent la vérité concernant les actes et la conduite des accusés, cela, vous le verrez ressortir clairement. Vous aurez la possibilité d'évaluer les éléments de preuve présentés par les témoins dans le contexte d'éléments documentaires provenant de lieux tels que le palais présidentiel, la gendarmerie nationale, la police nationale, l'armée et les
registres ou des éléments provenant de la chambre à coucher de l'accusé, M. Gbagbo, et de sa femme, Mme Gbagbo, dans la résidence présidentielle. Et vous entendrez également des enregistrements de ce que l'accusé et les accusés eux-mêmes ont pu dire dans le cadre de vidéos, et vous verrez ce qui l'en était. Et comme l'a dit Madame le procureur, il vous sera présenté des éléments provenant d'experts. Et c'est grâce à la force de tous ces éléments de preuve que nous pourrons prouver, au-delà de tout doute raisonnable, la responsabilité de chacun des accusés pour les crimes dont ils sont accusés. Madame, Messieurs les juges, dans les quelques heures qui suivent, je vais aborder les points suivants. Tout d'abord, je voudrais décrire la composition du cercle des proches et des forces utilisées par les deux accusés et le cercle des proches pour mettre en place ce plan commun. Deuxièmement, je vous donnerai quelques éléments dont été commis. Ces violences post-électorales viennent bien de quelque part, été commis. Ces éléments de preuve dans ma présentation. Déjà dans ma présentation, j'en mets en exergue quelques-uns, pas tous. Et enfin, je parlerai de la responsabilité pénale individuelle de chacun des accusés en faisant référence à certains des éléments de preuve dont j'ai parlé ici. Je voudrais maintenant vous parler du cercle de proches et de ses membres. La composition de ce cercle de proches de M. Gbagbo constituait une organisation au sens de l'article 72A du statut. Et la composition a évolué au fil des ans, elle n'était pas statique, y compris au moment où les événements se sont déroulés pendant les violences post-électorales. Madame Simone Gbagbo et M. Charles Blé Goudet étaient au cœur même de ce cercle d'intimes et de proches. Il comportait également des membres du haut commandement de la force de défense et de sécurité ivoirienne et se composait également d'officiers subalternes liés à M. Gbagbo à travers leur appartenance ethnique. Certains dirigeants de groupes de jeunes étaient également membres de ce groupe et de ce cercle d'intimes. Les éléments de preuve vous montreront des ministres et d'anciens ministres, des directeurs généraux d'entreprises publiques qui étaient également membres de ce cercle. Et enfin, des collaborateurs très proches que M. Gbagbo consultait en temps de crise faisaient également partie de ce cercle de proches. Je ne citerai pas l'ensemble des noms ce matin, mais au fin de ces propos liminaires, je voudrais d'abord donner le nom de certaines personnes comme suit. Le général Bruno Dogbo-Blé, commandant de la garde républicaine. Le ministre de la Défense, M. Alain Dogou. Le ministre de l'Intérieur, M. Émile Yirieoulou. Et le porte-parole du gouvernement, M. Awad Melo. Permettez-moi très brièvement de vous décrire la structure des forces armées de la Côte d'Ivoire. Cette structure est restée en place après que M. Gbagbo ait cherché à rester à la présidence, bien qu'ayant perdu les élections. Nous allons vous montrer quelques diapositives. Les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, ou la FANCI, se composaient de plusieurs éléments, les forces terrestres, les forces aériennes et la marine, la garde républicaine et la gendarmerie. Vous pouvez donc voir cela sur vos écrans. La police nationale se composait de commissariats de police réguliers ainsi que d'unités spéciales telles que par exemple la brigade anti-émeute ou BAE. Je pense que si vous voyez, vous verrez mieux probablement si vous agrandissez un petit peu votre écran. La vision sur le plein écran sera plus facile. Bien, comme je le disais, il y avait la brigade anti-émeute, la BAE, les compagnies républicaines de sécurité, les CRS, auxquelles j'ai fait référence un peu plus tôt dans le cadre de ma présentation. La police rendait compte au ministère de l'Intérieur. En outre, il y avait plusieurs entités mixtes, comme par exemple le Centre de commandement des opérations, connu
sous l'acronyme SECOS, et le détachement mobile d'intervention rapide, le DMIR. Ensemble, pendant la crise, le FANCI, la police et les entités mixtes ont formé les forces de défense et de sécurité, ou FDS, avec à leur tête le chef d'état-major, M. Philippe Mangou, qui occupait ce poste depuis 2004. M. Mangou rendait compte au ministre de la Défense et au commandant en chef, M. Gbagbo. Sous son commandement, le commandement de M. Mangou, il y avait donc les dirigeants de ces éléments, en commençant par le général Deto Loto, le chef des forces terrestres, le général Akakajo, et le chef des forces aériennes, et l'amiral Vagba Fosigno, qui était chef de la marine. Un autre pilier était la garde républicaine, et là j'insiste là-dessus, sous la houlette du général Bruno Dogbo-Blay, comme je l'ai déjà dit. Le mandat, nous sommes déjà à l'après-midi, les responsabilités de chacun d'entre eux. Nous le ferons dans le cadre des éléments de preuve. Nous le ferons dans le cadre du procès, car vous entendrez parler d'autres unités subordonnées qui faisaient partie de ces organisations et dont beaucoup sont impliqués dans les accusations portées dans cette affaire. Les unités telles que, par exemple, l'accusations portées dans cette affaire. Les unités telles que, par exemple, le bataillon d'artillerie sol-air, le BASA, dont le siège se trouve dans la ville d'Abidjan, une ville à forte densité démographique, et qui ont participé aux répressions ciblant des groupes tels que ceux vivant dans le Nord, les civils musulmans et d'autres perçus comme des partisans d'Alassane Ouattara. Je ne vais pas vous décrire cela et vous parler des responsabilités spécifiques de chacune de ces unités. Ceci sera fait pendant le procès. Bien, nous allons maintenant arriver à une autre partie de cette structure. Dans le cadre de cette structure formelle à laquelle il a été fait allusion ce matin, au fil des ans et jusqu'aux élections de 2010, M. Gbagbo a créé une chaîne de commandement en parallèle qui se composait essentiellement d'officiers de BT et d'officiers venant de ces mêmes appartenances techniques et qui étaient parmi les noyaux durs loyaux. Ces officiers, nous pouvions les retrouver dans toutes les organisations au sein des forces de défense et de sécurité, et on y trouvait des officiers de haut rang, comme par exemple le commandant de la garde républicaine, le commandant de la marine, M. Vagba Fosigno, ainsi que le commandant des SECOS, dont les noms se trouvent en rouge sur les diapositives que vous avez sur vos écrans. Dans le cadre des autres éléments, les unités individuelles faisaient partie de cette structure parallèle, comme également les commandants des unités spéciales, comme le groupe escadron blindé et la brigade anti-émeute, comme je l'ai montré ici avec ces lignes rouges en pointillés. Gbagbo pouvait communiquer directement avec les officiers de cette structure parallèle et de ce fait pouvait contourner la chaîne de commandement officielle. M. Gbagbo se reposait déjà sur ses officiers pendant la période 2002 à 2010 pour des répressions exercées à l'eau envers M. Gbagbo jusqu'à son arrestation en avril 2011, alors que d'autres officiers de rang supérieur, se sont retirés. En 2002-2003, la structure parallèle a recruté les jeunes patriotes. Donc, les organisations de jeunesse, la jeunesse venait s'ajouter au FDS. Et ce groupe de jeunes patriotes qui avait été recruté était connu sous le nom de contingent Blé-Goudé, pour des raisons tout à fait évidentes. Ainsi également que des milices et des mercenaires pour renforcer les FDS. Avant les élections de 2010,
Et pendant les violences post-électorales, de tels recrutements ont été à nouveau menés pour renforcer la structure parallèle et pour soutenir les efforts de Gbagbo qui voulait rester au pouvoir. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Blé Goudé a créé le COGEP en 2001 et après le coup d'État, la tentative de coup d'État en septembre 2002, il a créé la JSN. Le COGEP est devenu l'organisation centrale la plus puissante au sein de l'Alliance et Blé Goudé en est devenu le président. La JSN, c'était l'alliance des groupes de jeunes, il s'agissait de l'Alliance de jeunes patriotes, se composait de nombreuses organisations pro-Gbagbo, telles que par exemple les ailes des jeunes, l'aile des jeunes des partis politiques, y compris le JFPI, avec à sa tête Navigué Konaté, et la plupart de ces parlements ou de ces assemblées publiques, dont le plus connu, la Sorbonne, sous la houlette de Richard Dacoury, ainsi que la FENAPSI, qui est la Fédération nationale des parlements et des agoras, avec à sa tête Idriss Ouattara. Je vais vous expliquer maintenant ce que sont les parlements et les agoras. Il s'agit là de groupes qui étaient utilisés pour galvaniser et diffuser des informations pro-Gbagbo devant les jeunes. Et des groupes pro-Gbagbo devant les jeunes. Et des groupes comme il s'agissait donc de groupes de rassemblement public. Et d'autres groupes, tels que par exemple la Solidarité africaine, faisaient partie de la JSN. Je ne vais pas aujourd'hui vous définir le titre exact de ces organisations que vous pourrez trouver dans notre mémoire préliminaire et dans les décisions de confirmation des charges. La JSN elle-même était au centre même d'un grand mouvement patriotique connu sous le nom de Galaxie patriotique. Cette galaxie était une organisation parapluie. C'était un petit peu comme les poupées russes. Cette organisation parapluie rassemblait un grand nombre d'organisations de jeunes de type et de taille différentes, les jeunes des partis politiques, les organisations de la société civile et les syndicats d'étudiants. Et les partisans chez les jeunes étaient connus sous le nom de jeunes patriotes. Pendant la période de violence post-électorale, il y a également eu des organisations comme par exemple la FECI, sous la direction d'Augustin Mian, le CRAC de Serge Kofi, pour n'en nommer que quelques-uns, ou quelques-unes. La galaxie patriotique comportait également des groupes de milices, comme par exemple le GPB de Zegen Touré et Boiseau Yoko Yoko, et l'UPLTCI de Jeanne Dué, et enfin le FLGO de Mao Glofier, entre autres. Madame, Messieurs les juges, soyez assurés que ce sont des noms qui vous deviendront familiers au cours de ce procès. Et c'est la raison pour laquelle je les cite cet après-midi. Ceci n'était que pour nommer quelques-uns de centaines, parmi des centaines de groupes et d'organisations qui composaient la galaxie patriotique. Ces organisations recherchaient le soutien politique ainsi que le soutien financier et politique de M. Gbagbo. Il y avait sans nul doute un sentiment de rivalité entre les organisations de la galaxie patriotique et rivalité entre les organisations de la galaxie patriotique et leurs dirigeants, et qui ne voyaient pas toujours les choses du même œil. Néanmoins, ils avaient une chose en commun: leur soutien inébranlable de M. Gbagbo et leur objectif qui était de le maintenir au pouvoir par tous les moyens. En dépit de la rivalité entre ces dirigeants, M. Blé Goudé était reconnu comme un dirigeant de la galaxie patriotique et également de ses partisans, les jeunes patriotes.
Madame, Messieurs les juges, je voudrais maintenant mettre en exergue le contexte historique qui a abouti à la violence post-électorale. Ce contexte n'a pas pour objectif de vous redéfinir, de vous raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas là l'objectif de ce procès. Ce contexte est pertinent car il permet de décrire la création d'un plan commun. Et plus important encore, il apporte la preuve des intentions de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé, ainsi que de leur connaissance des violences et comment leurs méthodes du passé ont évolué dans les années qui ont suivi, et cela permettra également de montrer qu'il y avait un schéma d'établi, le passé, le futur, une sensibilisation, et vous permettra de vous sensibiliser aux actions commises par les accusés. À la mort du premier président de la Côte d'Ivoire, M. Houphouët-Boigny, en 1993, Henri Konan Bédié est devenu président. Il a mis en place le concept de l'ivoirité. Qu'est-ce que l'ivoirité? L'ivoirité fait la distinction, disais-je, entre ceux qui sont considérés comme étant des Ivoiriens purs, nés ivoiriens, essentiellement ceux qui vivent dans le sud et qui sont chrétiens, et ceux qui sont considérés comme n'étant pas d'origine ivoirienne, en général venant du nord et de confession musulmane, en général venant du nord et de confession musulmane. Monsieur Bédié, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, a mis en place ce concept de l'ivoirité dans les années 90 pour affaiblir son principal rival politique de l'époque, monsieur Ouattara, qui venait du nord, tout comme ses partisans. En 1995, dans le cadre d'un coup d'État mené par le général Robert Guéhi. Guéhi a ensuite appelé à une élection présidentielle en l'an 2000. M. Ouattara n'a pas été autorisé à participer, justement de par son appartenance ethnique, et M. Bédié a également été écarté car il n'avait pas présenté les bons documents médicaux. Donc, M. Gbagbo, à l'époque, a gagné l'élection de 2000 contre le pouvoir. Donc, il y a eu des élections. M. Guéhi a contesté le résultat de ces élections, et c'est à ce moment-là que M. Gbagbo a utilisé le pouvoir des manifestations de rue pour forcer Guéhi à se retirer. Le 24 octobre 2000, il en a appelé aux patriotes ivoiriens de toutes les villes et de tous les quartiers de descendre dans les rues jusqu'à ce que son élection soit reconnue. Une fois cette élection reconnue, même si contestée par l'opposition, essentiellement par les partisans de Ouattara, Gbagbo a décrit les manifestants comme étant des putschistes qui envisageaient un coup d'État pour le renverser. Et le 4 décembre 2000, non seulement M. Gbagbo a ordonné la mise en place d'un couvre-feu, mais il a également confirmé sur la chaîne de télévision publique qu'il avait demandé au FDS, qu'il avait réquisitionné les FDS, en disant clairement, et je cite, que les policiers, les gendarmes et les soldats de toutes branches des forces armées, qu'il leur ait demandé et ordonné d'utiliser tous les moyens dans le pays pour s'attaquer à ceux qui créent des problèmes. Donc, Messieurs les présidents, nous allons montrer ouvertement, M. Gbagbo, excusez-moi, utiliser également ouvertement les politiques ethniques pour refuser à Ouattara le droit de se présenter aux élections présidentielles. Alors que dans les années 90, comme nous l'avons entendu plus tôt, M. Gbagbo défendait le droit de M. Ouattara à se présenter aux élections présidentielle, maintenant il disait
ce qui suit et que vous entendrez dans l'enregistrement audio que vous allez entendre. La Constitution est faite pour éliminer Ouattara. C'est pas de se lever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Cette constitution a été votée au moment où le problème de Ouattara devenait empoisonnant pour tout le monde. Cet article règle le problème de Ouattara parce qu'il a déjà fonctionné dans un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit pour être candidat à la présidence de la République, il ne faut pas s'être prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pour Ouattara. Oui, ça c'est pour Ouattara. C'est pour régler le cas de Ouattara que les constituants ont écrit ça. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Microphone, s'il vous plaît. Microphone. Monsieur McDonald parle sans microphone. Microphone, s'il vous plaît. Oui. Le président, pouvez-vous recommencer, je vous prie? Monsieur McDonald, oui. Il m'a été dit que si vous voulez faire en sorte que les clichés restent, les diapositives restent, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton intitulé Évidence 2. Et alors, cela reste à l'écran. Donc, je reprends mes propos. Je vous disais donc que jusqu'en l'an 2010, la présidence de M. Gbagbo présente plusieurs caractéristiques, comme je vais le prouver. Répression de l'opposition, avec assortie d'allégations répétées de crimes commis par les forces pro-Gbagbo. Deuxièmement, dénégation de ces crimes, et ceux de la part des membres de l'entourage immédiat de M. Gbagbo. Aucune mesure prise pour faire en sorte que quiconque doive répondre de ces crimes. Vous constaterez également d'autres caractéristiques telles que qui se fondent sur l'identité, le recours au discours par M. Blé Goudé, par d'autres pour mobiliser les jeunes et les inciter à la violence. Et vous verrez comment toutes ces caractéristiques se retrouvent en 2010. La justice, le sentiment d'injustice ressenti par des segments de la population qui se sont sentis véritablement abandonnés durant les élections ont fomenté la création d'une rébellion. Les rebelles ont tenté un coup d'État depuis les forces armées. La nuit du 18 au 19 septembre 2002, la rébellion a été couronnée de succès à Bouaké, dans le nord de la Côte d'Ivoire également, mais a échoué à Abidjan. La rébellion a évolué en un long conflit armé qui a divisé la Côte d'Ivoire avec le nord qui était tenu par les rebelles et le sud qui était tenu par les forces de M. Gbagbo, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Alors ensuite, il y a cette zone, bon, ce n'est pas exactement, cela va évoluer, cela dépend de l'année 2004, 2005, 2006 par exemple, mais lors de ce conflit, les deux camps ont commis des crimes contre les civils. Le pays est resté divisé à partir du mois de septembre 2002 jusqu'à la fin de la crise post-électorale en avril 2011. Entre 2002 et 2004, les forces de M. Gbagbo ont été accusées à maintes reprises d'avoir commis des meurtres, des viols et d'autres crimes contre les civils. Par exemple, à la fin de l'année 2002, M. Gbagbo et son entourage immédiat ont fourni
de l'argent et des armes aux milices de jeunes ainsi qu'à des mercenaires libériens afin qu'ils livrent bataille contre les rebelles. Ces milices et ces mercenaires ont exécuté de véritables massacres de civils dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en 2002. À partir de l'année 2003, les éléments pro-Gbagbo que l'on a connus sous le nom d'escadrons de la mort ont commencé à effectuer des assassinats à dimension politique. Le 25 mars 2004, les forces de M. Gbagbo ont ouvert le feu contre des manifestants civils à Abobo ainsi que dans d'autres quartiers de Abidjan. Et cela s'est soldé par de nombreuses morts. M. Gbagbo a fait une déclaration publique à la RTI pour complimenter ses forces et pour dénoncer les manifestants, tout comme il devait le faire lors de la violence post-électorale en 2010 et 2011. Je vais maintenant vous montrer un extrait de ce discours. Aux forces de défense et de sécurité, qui ont une fois encore donné la preuve de leur loyauté, j'exprime mes vives félicitations pour le sang-froid avec lequel ils se sont acquittés de leurs devoirs. Your Honors, Mesdames, Messieurs les juges, au fil des ans, M. Gbagbo a signé des accords de paix, mais lui ainsi que son entourage immédiat, y compris M. Blé Goudé, ont véritablement entravé la mise en œuvre de ces accords de paix grâce à une campagne de rassemblement, de violence de rue et de discours de encourager la violence contre les ressortissants français. Parmi les phrases utilisées, on trouvait à chacun son français. Ressortissants français. Parmi les phrases utilisées, on trouvait à chacun son français. Ce qui signifiait que chaque Ivoirien devait essayer de tuer un Français. Nous en voyons maintenant la preuve dans cet extrait. Si les Français s'allument, si la Côte d'Ivoire est menacée, si la guerre est généralisée, à chaque Ivoirien. Le message est clair et il fait froid dans le dos. En ce début janvier 2003, les partisans du président Gbagbo ne veulent plus de Français sur leur sol, civil ou militaire. in November 2004, Mr. En novembre 2004, M. Blé Goudé a dirigé une autre campagne de violence de rue contre les Français et sympathisants en organisant, en érigeant des barrages routiers illégaux afin d'empêcher l'inscription des électeurs et afin de forcer le report des élections. Lorsque M. Blé Goudé a été contraint de demander aux jeunes patriotes de désister en 2006 et de se retirer suite aux pressions internationales, voilà, il dit qu'il va encore faire appel à eux. To rest, because they need a rest. Moi, je leur dis de se reposer parce qu'ils ont vraiment besoin de se reposer. Pendant 4 ans, ils ont montré à la population leur détermination ainsi que leur organisation. Pendant 4 ans, ils ont arrêté la progression ou l'avancée des rebelles. Ils ont arrêté la progression de ce que les Français souhaitaient faire. Alors maintenant, je souhaiterais qu'ils se reposent et je leur ai dit, le jour où je sentirai le danger, je vous appellerai. C'est la raison pour laquelle le gouvernement français maintenant dit, vous savez, le mouvement est terminé, il n'y a plus de détermination, les jeunes patriotes, ils sont finis. Non, ils se trompent. Ils se trompent. Ça, c'est une stratégie de Charles Blé Goudé. De l'élection présidentielle devait avoir lieu le 31 octobre 2010. Ce même jour, disais-je, M. Gbagbo a également promu des commandants haut gradés des FDS, notamment le général Mangou, M. Kassaraté, M. Geibi, M. Vagba Fossigno, M. De Toledo,
M. Dogbo-Blé, ils ont tous été promus au plus haut grade militaire. 2 jours plus tard, le 7 août 2010, le jour du 50e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Appel à l'allégeance de l'armée. Et voilà ce qu'il dit. Si je tombe, vous tombez également. Cela signifiait que si M. Gbagbo venait à perdre les élections, les généraux perdraient leur grade et leur position. Pourquoi? Parce que les forces rebelles Pourquoi? Parce que les forces rebelles se seraient emparées des positions au sein des FDS. Remarquez la date. Cela est mentionné 2 jours seulement après la promotion que leur avait octroyée M. Gbagbo. Au tout début de mon intervention, j'ai cité un discours prononcé par M. Gbagbo à Divo. Il parle au CRS lors de ce discours. Et nous l'avons entendu, vous en avez entendu un extrait. Donc, M. Gbagbo le dit lui-même, juste 2 mois avant les élections, le message qu'il relayait aux éléments de ses forces armées, c'est qu'en cas de répression de ce que d'aucuns considéraient comme un ennemi, il n'y aurait pas de punition ou de sanction. Le 2e tour des élections a eu lieu le 28 novembre 2010. Les registres recensent également les visites de M. Blé-Goudé, les visites de l'entourage immédiat de M. Gbagbo et les visites d'autres proches collaborateurs de M. Gbagbo pendant la crise. Et le registre indique quels sont les différents membres de son entourage immédiat qui ont rencontré M. Gbagbo, quand et pendant combien de temps. D'après ces registres, le 29 novembre, donc le lendemain des élections, M. Blé-Goudé rend visite à M. Gbagbo. Le 30 novembre, M. Blé-Goudé ainsi que le général Dogbo-Blé se trouvent à la résidence en même temps pour voir M. Gbagbo. D'après les horaires qui sont surlignés, vous pouvez voir que M. Blé-Goudé est arrivé à 18h49 par exemple et qu'il est parti à 23h46. M. Dogbo-Blé est arrivé 2 minutes plus tôt, à savoir à 18h47, et il est parti juste un peu plus tôt que M. Blé-Goudé à 23h43. C'est une date importante parce que le porte-parole de la commission électorale s'est vu empêché d'annoncer les résultats partiaux du scrutin électoral de ce jour-là. Les résultats lui ont été arrachés, lui ont été enlevés des mains par Damana Pika, le dirigeant du groupe des jeunes appelé la CONARECI, qui était également commissaire central de la commission électorale indépendante. C'est un incident qui a été largement montré dans les bulletins d'information internationaux, nous reviendrons là-dessus. Outre l'accusé, M. Blé-Goudé et le général Dogbo-Blé, plusieurs autres personnes se sont rendues en visite au palais présidentiel. Et je pense notamment à M. Paul Yao Hendry, président du Conseil constitutionnel, qui a rendu visite à M. Laurent Gbagbo 3 jours plus tard. Le 1er décembre, M. Gbagbo a reçu une fois de plus la visite de plusieurs membres importants de son entourage immédiat, notamment M. Blé-Goudé et des commandants des FDS tels que le chef d'état-major M. Mangou, le général Geibi, M. Kassaraté, M. Dogbo-Blé, M. Bredou et M. Detoleto. M. Choi, le représentant spécial du secrétaire général dans cet endroit, le général Mangou y était également pendant un certain temps. Et l'après-midi du 2 décembre, le président
été déclaré à partir de l'hôtel Golf ou du Golf Hotel où résidait M. Ouattara. Ces résultats ont été diffusés par les télévisions internationales et retransmis sur un réseau ivoirien indépendant. Le régime de M. Gbagbo a réagi très rapidement. Comment? Tout simplement en suspendant, en interrompant les transmissions et les diffusions de ce réseau. Et à 20 h, les FDS avaient bouclé toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que la retransmission des chaînes de télévision étrangères. Le pays. Le lendemain matin, et là nous en sommes au 3 décembre, donc le lendemain matin, le matin du 3 décembre, le président du Conseil constitutionnel rend visite à M. Gbagbo de 11h15 à midi. Vous le voyez sur vos écrans. Et cela est extrait du registre de la résidence. 4 heures plus tard, il déclare que M. Gbagbo a remporté les élections présidentielles. Le plan de M. Gbagbo pour conserver le pouvoir par tous les moyens était tentaculaire, car il incluait également l'autorité judiciaire qui était responsable du respect de la Constitution. Qui a déclaré les résultats de ces élections, qui devait déclarer les résultats des élections. M. Gbagbo avait assuré l'efficacité de son slogan de campagne « On gagne ou on gagne ». Ce même jour, M. Choi a certifié les résultats du deuxième tour de scrutin tel que cela avait été énoncé par la commission électorale. Ces résultats avaient reconnu M. Alassane Ouattara comme la personne qui avait remporté les élections. Ce même jour, à New York, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a avalisé cette certification et a publiquement félicité M. Ouattara pour son élection. Le 4 décembre 2010, c'est M. Laurent Gbagbo qui est investi en tant que président de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a lieu au palais présidentiel devant les ministres, les dignitaires et tout le haut commandement des FDS, entre autres. Mais avant la cérémonie, si vous consultez les registres, vous pouvez constater que M. Gbagbo a rencontré dans sa résidence le haut commandement des FDS. Et les éléments de preuve démontreront qu'ils ont confirmé leur allégeance à l'égard de M. Gbagbo. Le 6 décembre 2010, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, M. Gbagbo a choisi son cabinet de ministres, son premier ministre, a signé le décret de nomination du nouveau cabinet. M. Blé Goudé, le général de la rue, qui à l'époque faisait encore l'objet de sanctions des Nations Unies, a été nommé ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Avec cette nomination, de par cette nomination, M. Laurent Gbagbo relayait un message très clair au peuple de la Côte d'Ivoire, à savoir l'homme qui était accusé par la communauté internationale d'incitation de la jeunesse à la violence et à la haine ne devrait pas répondre de ses actes, parce qu'il était du côté de M. Gbagbo. Une fois de plus, il était le vecteur, l'intermédiaire de M. Gbagbo, entre M. Gbagbo et la jeunesse et les jeunes. La nomination de M. Blé Goudé a également transmis un message d'impunité aux jeunes patriotes, à la jeunesse qui était galvanisée par ses discours et ses mots d'ordre. Après la cérémonie d'investiture, M. Gbagbo a maintenu le contrôle sur les opérations des FDS et a reçu des rapports quotidiens des FDS, personnellement ou par téléphone. Les consignes de M. Gbagbo
Il y avait d'un côté les consignes de M. Gbagbo et le fait que M. Gbagbo savait quels étaient les événements et comment ils évoluaient et quelles étaient également les opérations des FDS. Et je vous donne un exemple. L'exemple, manifestation à l'extérieur du siège de la RTI. Et je crois comprendre que, ce que je vous propose plutôt, c'est qu'avant d'aborder ce premier incident, nous puissions faire la pause. Parce que je comprends qu'il y a de nombreux faits dans mon champ liminaire du procureur.